retrouvé des images d'archives de l'INA. Vous en avez vu là à l'instant à propos d'un championnat européen. Et on a retrouvé aussi, mais malheureusement l'extrait n'était pas très propre, difficilement diffusable, ce qui nous a été présenté comme la première campagne européenne, une campagne Woolit datant des débuts des années 70. C'était CLM BBDO, Philippe Michel, qui avait réalisé cette campagne. Et puis depuis, régulièrement, on a l'impression on entend parler de marques, effectivement, de gestion de campagne pan-européenne, d'offres médias pan-européennes. Et puis alors, maintenant qu'on est dans un univers numérique, ça devrait devenir l'évidence. Enfin, l'information, les contenus peuvent circuler. Et puis, dans la réalité des choses, c'est un peu plus contrasté. Et donc, on voulait demander à la fois à un annonceur, à quelqu'un qui s'occupe de créa, une agence, à un média, et 2 agences, pardon, et à celui qui offre de l'espace, voilà, ce qui avait avancé, et puis potentiellement ce qui bloque. Peut-être commencer par Jean-François Rodriguez, la marque. Bonjour, merci. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Ça va dépendre quand même un peu de ton secteur d'activité. Ça, c'est clé. Un secteur d'activité comme celui des telcos, si je regarde nos concurrents en Belgique, c'est Proximus et Telenet. Nos concurrents en France, c'est Bouygues, Free, SFR. Et puis nos concurrents en Espagne, c'est Telefonica et puis Vodafone. Donc en gros, sur 3 marchés qui sont quand même très très proches les uns des autres, géographiquement et culturellement, on s'aperçoit qu'on a des concurrents qui sont différents. Et pourquoi il y a des concurrents qui sont différents ? Parce qu'il y a une réglementation qui est différente, parce qu'il y a une histoire qui est différente. Et donc du coup, il y a une maturité des projets et des produits qui sont différentes. Et donc c'est très difficile de faire toujours des communications internationales parce que la maturité du marché n'étant pas la même, du coup on n'est pas en train de lancer les mêmes produits partout. Donc on est une marque globale, Orange, on est présent dans 28 territoires, hein. Donc là je parlais de l'Europe, mais vous imaginez les différences qu'on peut avoir avec les pays africains, où on est présent sur 21 pays. Et donc du coup, de ce fait, il est très difficile de lancer des campagnes produits ou services communes. En revanche, étant une marque globale, ce qu'on peut avoir en commun, c'est ce qui peut nous réunir autour de la marque, autour de l'engagement sociétal de la marque et autour de ce que la marque veut exprimer à l'ensemble de ses clients, quel que soit le territoire. Et ça tu peux avoir aujourd'hui une marque évidemment globale, même s'il y a des différences locales. Ça n'a absolument rien à voir avec le jeu de la réglementation en Europe. Voilà. C'est parce que, en tant que marque, on décide de devenir global. Mais ça n'a rien à voir avec la réglementation européenne, ni avec la différence dans les pays européens. Mais moi, justement, s'agissant d'une marque globale, si je suis abonné Orange, j'ai envie d'être à peu près sûr d'avoir le même service quand je vais en Espagne, quand je vais en Pologne, en Belgique ou en Côte d'Ivoire. De la même manière que si je bois du coca, je veux retrouver à peu près, la réalité n'est pas toujours ça là d'ailleurs sur le coca, je veux retrouver à peu près le même produit partout. Enfin bref, en principe, qui dit marque mondiale dit aussi identité dans la promesse. Et du coup, dans la confiance que moi, consommateur de cette marque dans mon pays d'origine, je peux en avoir partout. Alors oui, sur la promesse, oui, sur l'expression de marque, oui, sur le tone of voice, oui, sur la façon dont on va s'adresser à nos clients, mais non sur nos produits et nos services. C'est pas possible, parce que historiquement, tu n'es pas du tout dans la même mouvance, donc tu peux pas. C'est pas quelque chose, et c'est pas une question de réglementation, encore une fois, hein, c'est vraiment une question d'histoire. Il faut bien comprendre que, si je donne 2 exemples, hein, l'Espagne et la France, qui sont très proches, en France, on est l'opérateur historique. En Espagne, on ne l'est pas, c'est Telefonica qui l'est. Donc, évidemment qu'en Espagne, Telefonica a historiquement une avance par rapport à nous. Comme on a, nous, historiquement, une avance par rapport à SFR et Bouygues. Voilà. Donc tu ne peux pas avoir les mêmes services. Peut-être pour rester et faire rebondir à la fois Mathieu, Cécile, mais David aussi, dans cette fameuse pub Woolit, c'était assez amusant. C'était donc un reportage dans un journal d'Antenne 2 à l'époque, peut-être même pas encore Antenne 2, qui expliquait que justement les Allemands étaient, je vais dire des bêtises, mais plus attachés à la douceur, les Français à la propreté, les Espagnols à je sais pas quoi. Alors comment on construisait une campagne commune et comme on trouvait une manière de leur parler qui s'adresse à tous. Donc là, c'est caricatural. C'était encore une fois il y a 40 ans. On a tous beaucoup mûri depuis. Mais j'imagine que c'est des questions auxquelles vous devez vous trouver confrontés sur des campagnes d'aujourd'hui. Alors,
Oui, évidemment, c'est des questions qu'on se pose même tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule marque ou une seule entreprise internationale qui n'a pas envie d'être globale. Enfin, en tout cas, européenne ou internationale. Pourquoi ? Parce que et ça a beaucoup progressé. Si Wallit était la première il y a 10 ans, aujourd'hui, toutes les marques ont envie, voire besoin d'être globales. Je donne un exemple, j'y pensais ce matin. Il y a un chauffeur privé qui s'est renommé Captain. Il ne s'est pas renommé Captain pour le plaisir de changer. Il s'est renommé Captain parce qu'il veut une marque globale et qu'il en a besoin pour son développement international. Il y a Vente Privée qui a fait la même chose avec VP. Toutes les marques qui aujourd'hui veulent devenir internationales ont besoin d'une puissance de marque globale. Après, il y a la marque et puis il y a les produits et services. C'est pas toujours pareil et c'est pas grave. En revanche, ce qui est important, c'est que la marque soit pareille. Et c'est ce que disait très bien Jean-François, c'est-à-dire que une marque, c'est un nom, c'est une identité, c'est des valeurs, c'est une personnalité, mais c'est pas forcément toujours le même produit ou le même service. Donc on peut très bien effectivement s'appeler Wallit, mais il y en a plein des marques comme ça, et effectivement faire une pub sur un produit qui parle de douceur en Allemagne ou sur un autre produit qui parle c'était quoi l'autre exemple, de fraîcheur en France. Ce qui est important, c'est que ce soit la même marque qui me parle. C'est que cette marque, elle est à nouveau la même identité, mais aussi les mêmes valeurs, la même personnalité. Et tout l'enjeu, il est là aujourd'hui. Il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est que tout le monde pense que le digital a accéléré effectivement la globalisation des marques. En fait, c'est la globalisation qui a accéléré l'internationalisation des marques. Le digital, je pense, a un effet inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le digital qui fait que je ne peux plus aujourd'hui avoir une campagne totalement globale et la même partout. Pourquoi ? Parce que avant, alors si je vais prendre un exemple, la Coupe du Monde de 98, on en parlait. Coupe du Monde de 98, Coca-Cola avait une campagne globale, c'était la même partout. Et elle était dans un seul média dans le monde, la télé. C'était facile. Et du point de vente. Et c'était la même chose partout dans le monde. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Parce que ce qui est clé, en fait, c'est de réussir, et on en parlait, et d'ailleurs, effectivement, Laurent Solier en parlait aussi. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté. Donc tout l'enjeu pour nous, dans notre métier, c'est d'arriver à connecter les marques avec les gens, dans leur vie. Et pour ça, c'est forcément local. C'est-à-dire que, vous en parliez aussi, si je prends par exemple les différences entre l'Espagne et la France, WhatsApp, les Espagnols utilisent WhatsApp quotidiennement, c'est un des réseaux les plus utilisés en Espagne. En France, on ne peut pas dire que ce soit la même chose. C'est utilisé, mais pas autant qu'en Espagne. Ça, c'est un sujet de dispositif média, pas forcément de oui, créa. Mais ça veut dire que si le dispositif média n'est pas le même, le message n'est pas le même, je ne peux pas m'adresser, je ne peux pas parler de la même façon sur WhatsApp ou sur Facebook, ne serait-ce que ça. Et même le message, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, si je veux connecter une marque avec la vie des gens, c'est de m'adapter à leur vie. Et leur vie, elle n'est pas la même dans le quotidien. Les news ne sont pas les mêmes, ce que les gens vivent ne sont pas pareils. Donc finalement, aujourd'hui, c'est de plus en plus local. C'est-à-dire que si la marque est de plus en plus globale, l'application de cette marque et la façon dont la marque va vivre, elle est de plus en plus locale. Enfin, en tout cas, c'est ce que on ressent énormément et de plus en plus en agence. Et à l'époque où on avait des grandes campagnes qui étaient les mêmes partout dans le monde, aujourd'hui, cette époque, elle est révolue. C'est plus le cas. Donc David, pour conquérir en effet ce Graal du global, il va falloir avoir un maillage très très serré, très focus sur l'échelon local avant tout, aller parler évidemment aux bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment et avec les bons réflexes culturels, David. Oui, je pense qu'il y a deux mouvements un peu contradictoires. D'un côté, il y a notamment ces plateformes et d'autres marques géantes mondiales qui se créent beaucoup plus vite que jamais dans notre histoire. Et puis de l'autre, il y a une tendance locale qui est hyper forte. On veut de moins en moins de produits industrialisés, identiques partout. On veut de plus en plus consommer près de chez nous. Et il y a une notion qui n'existait pas, en tout cas quand j'ai grandi dans les années 80, qui était pas un problème, en tout cas qui était la notion de confiance. On faisait a priori confiance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Et alors j'ai une anecdote à ce sujet. Un des premiers animateurs qui a fait de l'endorsement avec un de nos clients, c'est Mac Lesguy, vous voyez le présentateur 2 égale M6 que vous connaissez. Et
lorsqu'Oral-B a lancé ses brosses à dents électriques, ils nous ont demandé s'ils pouvaient l'utiliser parce qu'il apporte une caution scientifique, techno, il est didactique, etc. Ça, c'était à peu près en 2011-2012. Et 3 ans après, patatras, on reçoit un coup de fil de la direction de Procter, qui est propriétaire d'Oral-B, et qui nous dit, écoutez, on vient de signer un partenariat monde avec Shakira, qui va être l'égérie d'Oral-B. On est un peu ennuyé. Est-ce que Max Leggy peut se mettre à danser? Voilà, là, on s'est dit... Et là, on a dit non. Shakira, entre ses dents et sa danse, et notre Max Leggy avec ses lunettes, c'est pas évident que le combat soit gagné d'avance. Donc on pensait le perdre, et en fait au bout de 6 mois, ils l'ont gardé. Donc vous avez encore aujourd'hui des campagnes Shakira et des campagnes Max Leggy qui l'une après l'autre. Et la raison principale, c'était qu'il était tellement proche des gens, parce qu'il est connu, il est là depuis 25 ans, il fait partie des familles, il est rentré dans les familles, et il dégage une confiance, une empathie, une connivence avec les téléspectateurs d'une part, et puis les clients d'Oral-B de l'autre, qui considéraient que c'était indispensable, pas pour le plaisir d'M6 évidemment, pas pour celui de Mac, mais pour le succès dans les ventes d'Oral-B. Donc c'est intéressant. Je pense que ça symbolise pas mal ces doubles mouvements, à la fois plus global et en même temps beaucoup plus Ça local. veut dire que de façon très concrète, la force de prescription, elle reste locale. Enfin, vous avez quelques énormes stars mondiales qui vont faire le boulot, mais je pense qu'on a besoin de quelqu'un proche de nous, qui nous ressemble, qui va nous dire ce qu'on va... Donc, on le voit dans le monde de l'influence, hein, qui grossit de manière importante. C'est quand même beaucoup de gens extrêmement locaux qui vont être les plus convaincants. Et M6 a notamment investi dans une société de prescription et d'influence récemment pour ces raisons-là, Oui, notamment. exactement. On a racheté une société qui s'appelle Zar, qui est un des leaders de ce marketing d'influence, parce que dans la palette, si vous voulez, de services qu'on se doit d'offrir à nos clients, on pense que ça fait désormais partie des indispensables. Mathieu, peut-être sur ce que Havas développe, et y compris du coup compte tenu de ce qui a précédé, à la fin sur l'intérêt aussi d'être un réseau mondial. Si on a des clients qui déclinent fortement leur création pays par pays, avec ce que disait Cécile aussi, des dispositifs médias différents pays par pays, à la fin, ça sert à quoi d'être en réseau ? Mais moi, j'ai l'impression que l'enjeu, en fait, il est plus large que ça, parce qu'il y a les enjeux de communication, bien sûr, mais il y a un enjeu aussi du rôle qu'ont les marques aujourd'hui. Et les marques, elles sont passées, si je résume un peu vite, d'un concours de beauté à un concours d'utilité. Et quand vous regardez les très grandes marques mondiales qui fonctionnent, qu'elles soient récentes ou pas récentes d'ailleurs, elles ont toutes une expérience client qui est parfaite, fluide, multi-device, etc. Et elles créent toutes un avant-après dans leur utilisation. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça nous est tous arrivé. Moi, le jour où j'ai utilisé Google, je me suis dit que je n'allais pas pouvoir m'en passer. Très difficile de m'en passer aujourd'hui. Et je me suis dit que peut-être j'allais moins feuilleter d'encyclopédies et de dictionnaires. C'est peut-être triste, mais enfin c'est comme ça, c'est la réalité. Et le jour où j'ai utilisé Amazon, je me suis dit que peut-être j'allais avoir du mal à m'en passer. Bon, ça reste à débattre, mais en tout cas, je me suis dit que peut-être j'allais aller moins au début d'Amazon, en tout cas dans des librairies. C'est peut-être triste, mais enfin c'est comme ça. J'ai Alexandre Bompard pour vous au téléphone. Oui, mais c'est un sujet, hein. C'est un vrai sujet. Voilà, quand j'utilise Netflix, voilà, je suis chez Havas, mon actionnaire est Vivendi, propriétaire de Canal+. Mais quand j'utilise Netflix, l'expérience client que me propose Netflix est très très forte, particulièrement sur l'abonnement des abonnements. Je peux m'abonner, me désabonner, me réabonner. Et donc, il y a une rupture, il y a un avant-après quand j'utilise et que je découvre Netflix. Pareil sur Instagram, pareil sur Apple, qui est une entreprise moins récente. Vous allez dans n'importe quel Apple Store dans le monde, l'expérience client est parfaite, ou à peu près, et c'est la même. Pareil chez McDonald's, qui est une entreprise qui est en France depuis 40 ans. Vous allez chez McDo en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, l'expérience client est à peu près la même partout. Et elle est sans rupture, elle est fluide, elle est forte. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce qui construit aujourd'hui les marques, c'est bien sûr leur communication, mais ce qui construit avant tout les marques, et c'est une nouvelle concurrence que certaines grandes marques ne perçoivent pas encore bien, c'est cette nouvelle concurrence de l'expérience qui est fondamentale. Et aujourd'hui, je peux commander un taxi sur Uber là maintenant, rentrer dans mon taxi Uber et regarder un petit bout de je sais pas quoi sur Netflix, puis acheter un truc sur Amazon et arriver sur le site d'M6. Et vous pouvez le faire partout. Enfin, Je peux le faire partout. Sauf regarder M6. Mais... Et donc je vais
comparer l'expérience client que j'ai avec M6 Ouais. avec celle que je viens d'avoir juste à l'instant d'avant avec Uber, Amazon, Netflix et les autres. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que toutes les marques dont vous venez de citer l'user experience absolument parfaite et seamless sont américaines. Il n'y a pas Oui, de marque c'est le digital sujet. native. Il n'y a pas de marque, ou quasiment, si ce n'est pour Si, McDo. alors il y en Il a. n'y a pas de marque européenne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on essaie Oui. de comprendre Bah oui, comment oui. on fait émerger justement des marques globales, mais européennes, dans ce combat-là. Ben, je pense qu'il y a d'abord un effet culturel. On connaît tous bien les États-Unis. Moi, je m'y suis beaucoup baladé, puis j'ai travaillé longtemps avec des Américains. Un Américain, quand il crée une entreprise, il veut immédiatement qu'elle soit mondiale. Donc, il a une ambition, voilà, qui est liée même à la constitution même des États-Unis. Hein, c'est dans leur ADN, dans leur histoire, dans la constitution même du pays, voilà, qui est un peu le gendarme du monde. Et c'est, je crois, le 3e article de sa constitution qui indique ça. Un Américain, culturellement, quand il crée une entreprise, que ce soit dans la Silicon Valley ou ailleurs, il a une vision mondiale de son business. Et nous, en Europe, on n'a pas exactement ça. Et nous, en France, alors encore moins. Moi, je connais plein d'entrepreneurs autour de moi, et je l'ai été aussi. Si je suis leader de ma ville, de mon quartier ou de mon pays, ça me va très bien. Donc il y a déjà quand même une approche qui est complètement différente sur la vision des choses qu'on a. Et puis après, on a après, on a plein d'avantages, mais on a une relation au marketing, à l'expérience client. Je ne parle même pas de financement, parce que voilà, c'est un écosystème qui est complexe, mais on a une relation aux marques, à la communication, au marketing, à la publicité, voilà, qui est très très différente en France, en tout cas, dans nos pays, par rapport aux États-Unis. Et il y a un moment, voilà, ça finit par créer des différences très très fortes. Et le métier que je fais ou qu'on fait tous les deux est très valorisé, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis. En France, on est des salauds de publicitaires qui poussons les gens à consommer des produits dont ils n'ont pas besoin. Donc voilà, vous voyez la relation aux marques, la relation à l'expérience, la relation au marketing, au targeting, à la data, à tout ça n'est vraiment pas la même culturellement dans ces différents pays. Et donc c'est un enjeu majeur pour l'Europe demain, puisque quand vous regardez, on va dire, les licornes, voilà, les licornes en France, il y en a 2, 3 je crois même maintenant, avec Doctolib qui vient d'arriver. Et Kiriba aussi dans la Pardon foulée. Et Kiriba aussi dans la foulée, qui est aussi licorne. Oui, oui, oui. On en a eu 2 en un mois. Voilà, mais on en a des centaines aux États-Unis, on en a des dizaines en Angleterre. Enfin, on est très très en retard et on voit bien la puissance de ces plateformes aujourd'hui, comme Facebook avec Laurent Soli qui vient de témoigner ou d'autres. Et on est affreusement en retard. Et je pense qu'il y a un sujet, peut-être qu'on n'intègre pas assez, qui est cette notion, cet enjeu fondamental d'expérience client. Et si vous regardez les grandes marques que je viens de citer ou d'autres, elles ne font pas tant de pub que ça, parce que l'expérience se suffit à elles-mêmes pour qu'elles imposent leur marque et qu'elles créent ce fameux avant-après. Si je prends, enfin là vous êtes focalisé un peu sur des marques de l'univers digital only et des marques finalement récentes. Si on prend des traditionnels du FMCG ou des marques automobiles, là quand même ce que j'entends de vos différentes interventions, c'est il faut évidemment penser à expérience client. 2, il faut une création qui à un moment va parler à celui qui la reçoit. Et 3, on peut imaginer, là maintenant j'entre dans la spéculation, qu'on a quand même une forme un peu d'alignement des modes de vie, ou en tout cas de rapprochement des modes de vie à l'échelle continentale, voire mondiale, précisément parce qu'à un moment, Google, Amazon, Uber, etc. sont des réalités qu'on partage. Et est-ce qu'à l'arrivée, la logique, c'est pas demain d'avoir une campagne Shakira, une campagne, alors peut-être pas Maclès Gibbs, qu'il est un peu trop couleur locale, mais un scientifique mondial, je sais pas, Hubert Reeves, enfin je sais pas qui, bref, mais qui soit utilisé mondialement, les uns vers les hommes, les autres vers les femmes, ou en tout cas, d'avoir des messages, d'avoir plus de transversalité, que cette adaptation, elle soit plus sur les modes de vie, mais avec un déploiement international, versus du local indifférencié. Alors, juste, je voulais revenir sur un des points, là, sur l'expérience client. Je pense qu'effectivement, toutes les marques travaillent sur cette expérience client. Un des points importants, quand même, c'est que quand tu es côté américain, tu as un marché de 350 millions de personnes, une seule langue, une seule loi, une seule législation, de l'argent à foison pour pouvoir te développer et un marché qui te permet de te développer. Parce qu'une fois que tu as investi, il faut quand même que tu aies un marché qui te rapporte quelque chose. Alors que quand tu es en Europe, tout de suite,
tu as toute la contrainte des différentes langues, différentes réglementations, différentes frontières, etc. etc. Donc, on ne peut pas dire que le marché européen ait aussi beaucoup aidé les startups ou les licornes, on va dire, européennes à pouvoir se développer. Moi, je me souviens, j'habitais Barcelone dans les années 95-96 et je voyais les entreprises qui partaient de Barcelone pour aller à Madrid. Et pourquoi elles partaient ? Parce qu'il fallait faire au niveau administratif les papiers dans 2 langues, en catalan et en espagnol. Un pour le pouvoir central, Madrid, et l'autre pour le pouvoir local. Donc ces contraintes-là qu'on met à chaque fois dans nos entreprises pour pouvoir se développer à l'international et atteindre un marché qui est pour elles essentiel pour se développer et pour atteindre les sommes dont on parle, ben les Américains l'ont, et c'est peut-être pas pour rien qu'on voit les Américains et les Chinois sortir. Et demain, je fais le pari qu'on aura les Indiens qui ont un marché d'1,2 milliard de personnes pour développer des startups qui peuvent prendre des tailles hallucinantes, qui après peuvent aller à la conquête de l'étranger. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Évidemment, il y a plein d'autres choses. Mais ça fait partie quand même... Je voulais rebondir sur ce que tu dis parce que, un, je suis d'accord, et deux, il y a autre chose, c'est que les idées vont tellement plus vite que si vous vous lancez avec ce mindset peut-être franco-français, vous lancez votre entreprise, vous avez du succès en France, ça va vous prendre 2 ou 3 ans que vous vous disiez ça fonctionne bien, je vais aller en Europe. Et là, en Europe, votre idée elle a été copiée depuis 3 ans. Et on l'a vu avec des sociétés... J'entends, mais le monde est fait de start-up, mais pas seulement de start-up. Les questions qu'on vous pose, ça concerne aussi du Danone, du Peugeot, oui, etc. C'est pour ça. Alors, du coup, si on veut répondre à ta question de est-ce qu'il n'y a plus de communication globale, c'est faux. D'abord, il y a encore plein et de plus en plus de marques globales. Et il y a toujours des grandes communications globales. Évidemment, ne serait-ce que toutes les communications sur les événements globaux ou mondiaux. Donc, évidemment, la Coupe du Monde de foot, mais il y en a plein d'autres. Et effectivement, utilisant des stars mondiales, il y en a aussi de plus en plus. Après, le problème, c'est quand on dit communication, on pense tous télé, et à juste titre, d'abord. Mais après, il y a plein d'autres médias aujourd'hui. Et c'est tout le sujet, c'est de savoir utiliser les bons médias pour toucher la bonne personne. Et c'est là où ça devient... où il y a un besoin, en fait, on appelle ça d'implémentation, qui est clé. Et pour répondre à ton autre question, au contraire, c'est parce que c'est devenu très compliqué qu'aujourd'hui, les grandes marques globales s'adressent à des réseaux globaux. Enfin, moi, je fais partie du groupe WPP. On gère énormément de marques pour le monde entier. Pourquoi ? Parce que notre rôle est de définir c'est quoi cette marque, comment elle communique, mais surtout de briefer toutes les agences en local pour qu'elles le fassent bien. Et donc, c'est presque plus compliqué qu'avant. Et donc, on a de plus en plus besoin, finalement, d'un partenaire global. Donc, je sais que ça paraît étonnant parce qu'on est dans un monde de plus en plus global et qu'on penserait qu'effectivement, la communication est de plus en plus globale. Les marques sont de plus en plus globales. La communication est, en fait, ce qu'on appelle glocale, donc avec une marque globale, mais une implémentation locale. Donc, et effectivement... ça marche aussi bien pour les grandes marques que pour les startups. Il n'y a pas que les startups, on est d'accord. Et tu parlais de Danone qu'on gère nous à l'agence, par exemple. Sur Danone, on fait des campagnes, enfin, on construit des marques globales. Là, on est en train de construire une nouvelle marque que Danone a achetée qui est Alpro. On est en train de construire une marque globale avec une campagne dans le sens, on va dire, mass média à peu près globale. Mais derrière, une implémentation, à nouveau, la façon dont elle va vivre dans les boutiques, sur les réseaux sociaux, dans l'expérience client, qui là va être beaucoup plus locale. D'accord. Pour faire simple. Mais du coup, est-ce que M6 participe au dispositif, M6 Pub, au dispositif RTL AdConnect ? Alors RTL AdConnect, c'est une filiale du groupe RTL qu'on a créée au départ pour augmenter le business transfrontalier. Donc c'est un client qui peut être un client d'M6, mais qui est français, qui veut ouvrir un bureau en Allemagne, qui n'a pas d'agence là-bas, qui n'a pas de relation là-bas. Il va faire appel à cette force commerciale pour aller négocier de l'espace en Allemagne et vice-versa à travers toute l'Europe. Et c'est vrai qu'on voit émerger depuis quelques années quelques demandes de deals européens. En disant, vous êtes présent en Allemagne, en France, en Belgique, vous avez des partenaires en Angleterre avec ITV, en Italie. Est-ce que vous pouvez nous faire une offre globale ? Et alors ça ne marche pas très bien encore. Alors pourquoi ? Je pense qu'il y a multiples causes. Déjà, il faut que l'ADN de la société s'y prête. Il y a souvent des rapports de force entre, par exemple, les acheteurs médias locaux
évidemment, ne sont pas favorables à quelque chose comme ça. Donc, ils vont faire en sorte que ça se produise. Où est le budget? Est-ce qu'il est au centre ou est-ce qu'il est... Qui décide vraiment, et ce n'est pas forcément la personne qui, dans les organigrammes et décisionnaires, qui, in fine, décide. Après, quand on parle du digital, parce qu'on pourrait se dire c'est facile, c'est du programmatique, c'est super simple. C'est horriblement compliqué parce qu'il faut, entre les DSP, les SSP, tout, coordonner tout ça. C'est des usines à gaz technologiques et ça prend énormément de temps. Donc pour l'instant, ça marche pas. Alors après, ceci dit, on a quand même des concurrents à nous, hein, comme Facebook, on en parlait, comme Google, qui fonctionnent comme ça et qui fonctionnent bien comme ça. Donc voilà, on se tient prêt parce que c'est possible que ça devienne une réalité. Aujourd'hui, ça l'est pas forcément. Mais ce qui est relativement rassurant, je ne sais pas, mais en tout cas rafraîchissant dans ce que vous dites les uns les autres, c'est qu'au quotidien, quand on suit la presse spécialisée autour de la pub, on a un peu l'impression de ne plus lire qu'un mot programmatique. Et puis après, c'est déclinaison, targeting, hyper-targeting, super-targeting, retargeting, etc. Et qu'à un moment, le sens, c'est-à-dire la création, est totalement évacué. Ah, formidable! Alors absolument, moi ça m'effare. Donc je suis chez Havas. Havas est un grand acteur du média et de l'achat média. J'ai des débats en interne avec mes camarades qui s'occupent d'Havas Média, qui font des tas de conférences, d'études vachement bien, hein, vraiment très poussées, etc. Mais sans jamais parler de création. C'est-à-dire qu'on parle des formats, on dit la télé c'est hyper efficace. Non, la télé c'est efficace s'il y a une création qui est efficace, et la télé c'est pas efficace si la création n'a aucun intérêt. Le digital c'est génial, c'est efficace, on peut targeter avec la data, machin, etc. Non. Ça peut être super efficace si la création, le message est bien pensé, bien exécuté, bien fait, bien produit. Et ça peut être d'une efficacité absolument lamentable si on a des pop-up, on le vit tous, qui nous énervent, qui nous interrompent, et donc c'est pas du tout efficace. Et donc là, je rejoins complètement, c'est-à-dire qu'on oublie, bizarrement, hein, parce que moi ça me semble absolument fondamental, central, et on sait dans toutes les études qui ont été faites que plus une campagne est créative, plus elle est efficace en termes de business et de vente pour les marques qui sont derrière. Donc oui, le plan média est essentiel. Oui, l'achat du média est essentiel. Oui, l'orchestration du média est essentielle. Oui, l'adaptation de la création à l'UX de la plateforme sur laquelle il est joué est absolument essentielle. On ne conçoit pas une publicité d'une story sur Instagram comme un film de pub ou encore un film sur Facebook qui est, comme vous le savez, muet, qu'il va falloir sous-titrer. Et on a, paraît-il, 3 secondes pour convaincre la personne qui est exposée au message pour qu'il fasse autre chose. Donc tout ça devient affreusement complexe, mais la création est un élément absolument central de l'efficacité des campagnes et de l'efficacité de l'achat média qui va derrière. Et vous arrivez à vous faire entendre chez Havas dans le rapport, dans le poids des différentes entités? Bien sûr, on se fait entendre. BETC en est le plus bel exemple. Havas Paris aussi. Enfin, voilà, donc bien sûr, on se fait entendre. Et puis surtout, on a toutes les études, tous les chiffres, on a tout ce qu'il faut pour démontrer. Et le succès de BETC, à nouveau, qui est quand même absolument incroyable, le démontre chaque jour, pour démontrer que la création, dans cet univers technologique un peu fou et d'expérience client centrale, la création reste un sujet absolument fondamental et qui d'ailleurs prend peut-être même plus d'importance encore aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc oui. Donc oui, je suis évidemment 100% d'accord. D'abord, elle est effectivement de plus en plus importante, puisque comme à nouveau, il y a de plus en plus de moyens de toucher les gens, il faut être d'autant plus créatif. Et alors, pour revenir au sujet, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir une création globale, internationale. Pourquoi ? Parce que comme on partage tous de plus en plus les mêmes contenus, on a tous de plus en plus les mêmes références, le même humour, la même réaction. Et donc, à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir une idée créative qui touche le monde entier. Une idée créative elle-même peut toucher le monde entier. Pirater les codes de Goth, c'est ce semaine-ci. C'est ça, par exemple. Non, mais ce qui est vrai, c'est comme on partage tous aujourd'hui un même contenu, à part les Chinois qui sont encore un peu à part, mais dans le monde entier, on regarde tous Game of Thrones. Donc, utiliser les codes de Game of Thrones pour faire une campagne aujourd'hui marcherait dans le monde entier. Et du coup, je ne vois pas bien comment, par contre, tout ça reboucle avec l'expérience le côté local dont on parlait au départ, l'implémentation locale dont tu peux t'évoquer tout à l'heure, l'expérience client sur laquelle insistait Mathieu. Comment est-ce qu'on
Et moi, j'ai l'impression, d'abord, l'expérience client, il faut qu'elle soit globale. Voilà, Facebook, c'est le même partout. Twitter, c'est le même partout. Voilà, et pour autant, je travaille pour des constructeurs automobiles comme certains d'entre vous. Eh ben, il n'y a pas un configurateur de voiture qui soit le même partout. Bizarrement, il semblerait qu'un Français configure sa voiture différemment qu'un Espagnol ou un Italien, ce qui, moi, m'échappe complètement. Voilà, donc il y a une déperdition de moyens, d'investissement, de stress, de tension, de machin. Voilà, alors que les très grands acteurs dont on a parlé tout à l'heure suggèrent, proposent la même expérience client dans le monde entier. On parlait tout à l'heure de start-up, pas que. Souvenez-vous, je vous ai cité McDo, qui est une entreprise pas si récente que ça, Starbucks, Nike, Apple. Enfin voilà. Donc ça, c'est pour l'expérience client. Et ensuite, en termes de communication, là, je rejoins tout à fait Cécile. On est sur des enjeux évidemment locaux. On ne peut pas s'adresser à un consommateur français comme on s'adresse à un consommateur allemand, pas exactement de la même manière. Donc les grandes campagnes internationales qui fonctionnent en termes de création, elles sont rarissimes, rarissimes. Et on sait bien que, d'autant plus avec le développement de la data, du targeting, de la finesse qu'il y a au travers de l'achat média, du programmatique et compagnie, et de l'adaptation aux plateformes dont je parlais tout à l'heure, on est dans une problématique de communication, je ne parle pas d'expérience client, mais de communication qui est de plus en plus locale, bien sûr. Un autre enjeu fort en matière de création aussi, et qui aujourd'hui permet de constituer ce message de marque globale, et pourtant hyper local en même temps, je trouve que j'ai employé cette expression, c'est aussi les causes. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on storytelle une marque qui va aller embrasser des valeurs, embrasser des causes, parce que c'est aussi intrinsèquement ce qu'on demande en tant qu'utilisateur / consommateur / citoyen. Des raisons d'être. Des raisons d'être, mais par exemple chez Orange l'année dernière, on a fait une campagne de pub sur la sécurité routière pour dire au téléphone, au volant, oubliez un peu votre téléphone. C'était à l'origine une pub qu'on voulait tourner pour la France. On l'a fait avec la sécurité routière. Bon, on l'a déployé sur 12 pays sur 28. Pourquoi ? Parce que culturellement, là, on touche quelque chose qui est universel. Et donc, quand tu touches quelque chose d'universel comme ça, tu peux le déployer partout. Un engagement sociétal sur le développement durable, il est universel. Donc, il y a des points comme ça. C'est ça la force d'une marque globale. Une marque globale, elle a cette capacité à adresser un large éventail de public, quelle que soit sa culture, avec des sujets qui sont des points communs à ce public. Après, elle doit redescendre au niveau local et encore plus avec les réseaux sociaux, parce que ces réseaux sociaux nous obligent à aller faire presque du one-to-one marketing. Et là, tu atteins une culture qui est différente dans les pays, voire, bon, désolé pour les expériences clients, mais pas toutes les entreprises peuvent avoir la même expérience client partout, et heureusement, parce qu'autrement on serait tous dans des Starbucks et nos bistrots de quartier n'existeraient plus, c'est bien dommage. Donc du coup, il faut que tu adresses cette particularité-là à chaque fois. Donc la marque globale, elle peut te parler au niveau global sur un certain nombre de sujets communs, et elle doit être en capacité de descendre en local quand elle te propose un service ou un produit, si ce service et le produit n'est pas le même qu'au niveau global. Peut-être pour rester sur l'exemple de cette campagne sécurité routière et comprendre concrètement comment ça s'est passé. C'est la France qui l'a créée, éventuellement qui l'a commencé à la diffuser, qui l'a montré dans un séminaire de managers groupe, et puis il y a les autres pays qui ont levé la main, qui ont dit mais moi ça m'intéresse, je la veux aussi. Ça avait été concerté en amont, c'est-à-dire qu'au moment où la France a lancé, c'est là où vous avez dit bon, est-ce que d'autres en voudraient, ne serait-ce que pour avoir une création qui soit pas trop, enfin des éléments de création, ne serait-ce que les plaques d'immatriculation ou autres qui soient pas trop localisés. Enfin bref, dans ce cas-là, les mécanismes sont organisés comment ? Alors là, c'est le corporate, donc c'est dans mes équipes, donc c'était Orange Group, la marque, qui a lancé cette publicité pour la France au départ, parce que c'était la sécurité routière qui travaillait avec nous sur ce sujet-là. Mais tout de suite, dès qu'on a vu le script, on s'est dit il y a une capacité à l'internationaliser et à le porter dans d'autres pays. Et donc ça a été d'abord la France, mais ça aurait pu être d'abord l'Espagne. D'accord. Voilà. En tout cas, c'était avant tournage, avant, etc. Oui. Enfin, ça a été, oui, la décision est venue assez tôt, quoi. Assez tôt. Tout à l'heure, Marjorie évoquait la publicité adressée. Enfin, non, elle disait c'est une manière aussi de pouvoir parler différemment à Cécile, Jean-François. Bref, en France, on est un peu en retard, même très en retard. On prend beaucoup de retard, oui. Un peu comme souvent, je ne dirais pas que c'est
plan de sauvegarde des maréchaux ferrants, mais on a beaucoup de mal à se projeter quand même dans ce que sera le futur. La publicité segmentée, ça devient quelque chose une alternative, disons, au monde pur digital important. On discute avec Orange, on discute avec SFR, on discute avec toute la chaîne. On est prêt. On a fait d'ailleurs un test parce qu'on peut le faire. Il y a quelques jours là, vous avez fait. Oui, on vient de terminer un test pour la Poste. Donc ça fonctionne. Voilà. Et maintenant, on a en face de nous un gouvernement, des pouvoirs publics qui nous disent tous que c'est très intéressant, qui comprennent tous, je pense, plus peut-être qu'avant, que c'est aussi indispensable si un certain nombre de médias français veulent continuer à se développer et pouvoir peut-être réduire un petit peu ces 92 ou 95% d'argent digital qui part vers les Américains. Voilà, on parle pas mal. Il y a une loi sur l'audiovisuel. Est-ce que ce sera dedans? On n'a pas besoin parce que ça pourrait être dans le décret. Écoute, je sais plus quoi trop dire parce que ça c'est quand même très très long. On a fait une modif. Dans notre secteur, c'est quand même super dur de changer les règles. On a changé en 2017 une petite modif sur le parrainage où notamment on pouvait montrer le produit parce que vous pouviez parrainer une émission de télé sur M6, mais si vous étiez constructeur automobile, vous n'aviez pas le droit de montrer votre voiture. Cette réglementation, là, ils se sont dit quand même, je ne sais même pas d'où ça vient et comment nos prédécesseurs ont pensé à créer ça. Donc, et ça gênait vraiment personne, donc ils ont fait évoluer la loi. Il y a eu 30% de croissance la première année, 35% de croissance en 2018 en parrainage. Personne n'a souffert, aucun des médias traditionnels n'a souffert. Donc, on voit quand il y a de la libéralisation, ça fonctionne. Et je suis certain que s'il y a de la pub adressée demain, ou si les secteurs interdits en télévision, le cinéma, les promotions à la distribution notamment sont, si cette interdiction est supprimée, je suis absolument certain que ça sera plus un appel d'air de manière générale et ça contribuera à la croissance des dépenses marketing dont on a tous besoin, qu'on soit côté créateur ou côté diffuseur, et pas le scénario catastrophe que certains veulent promouvoir. Peut-être par curiosité, quand vous discutez avec les autres régies de ce réseau RTL AdConnect, la publicité adressée, il y a deux façons de l'utiliser. J'ai un seul message, je suis un constructeur automobile, j'ai un seul message, et du coup, je vais tomber un peu dans les clichés, pardon, je ne l'adresse qu'à du public mec. Voilà. Et il y aura une deuxième. Donc, finalement, il va être en substitution d'écran sur une partie de l'audience. L'autre manière serait de dire, finalement, la bagnole, ça parle à tout le monde dans la voiture. Donc, j'ai 3 spots, un spot pour papa, un spot pour maman, un spot pour les enfants, donc ne jouant pas forcément sur les mêmes codes et sur les mêmes avantages. Et donc, je vais targeter 100% de l'audience, ou en tout cas, je vais utiliser 100% de l'audience, mais avec des créations différentes en fonction des cibles. Ça fonctionne comment, en fait, aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça est possible. Ailleurs. Ça, c'est Parce possible. que chez nous, ça n'est pas possible. Ouais. Ce qui s'est développé en premier, c'est de la publicité régionale ou locale. Je prends un exemple, Cora, qui est un distributeur que si certains d'entre vous viennent de l'Est et du Nord de la France connaissent. Cora, il n'est pas présent dans, disons, les 3/4 de la France. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens pour lui de faire de la télévision dans le Sud-Ouest, par exemple. En face de lui, il a Carrefour, ou il a Auchan ou Leclerc, qui eux font de la télé et qui sont présents juste à côté de chez lui. Donc c'est typiquement un des usages de la publicité segmentée, c'est de dire demain, Cora va cibler, c'est ce quart de la France sur lequel il est présent. Et ça, je dirais, c'est le plus facile et c'est celui qui s'est développé le plus. C'est aussi celui qui fait le plus peur d'ailleurs à la presse en France, évidemment. Qui sûr. Ont peur de perdre les budgets distributeurs de proximité. Bien sûr. Alors que je pense que si Cora fait demain de la publicité à la télévision, il ne le fera pas pour vendre son kilo de pommes de terre à 65 centimes au lieu de 70, mais il le fera pour son image de marque et pour donner plus d'envie, disons, d'aller dans ces magasins. Donc je ne pense pas que ce soit... C'est effectivement leur position, mais je pense qu'il fera les deux demain. Il continuera à faire les deux demain. Et donc sur les autres, les deux seront possibles. Ce qui est clair, c'est qu'on apprendra en marchant. Ce qui est clair, c'est qu'on aura besoin de data de très bonne qualité. Et dans l'exemple que tu prends, d'ailleurs, c'est complexe parce que dans un foyer, et c'est essentiellement pour les gens qui regardent la télé devant l'écran de télévision, c'est des données foyer qu'on aura. En fonction alors ça peut être en fonction du programme. Donc sur Turbo,
même un foyer Il y a un tropisme quand même. il y a un tropisme sur lequel on pourra jouer. Dans d'autres cas, c'est pas là-dessus, mais ça va peut-être être sur la CSP ou d'autres données qu'on va jouer pour pouvoir porter un message différencié. Peut-être, je pense qu'on va aller doucement mais sûrement vers notre conclusion, mais juste pour revenir 2 secondes sur la création, et ça sera peut-être davantage pour Cécile et Mathieu. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit absolu de parole de la ACC, enfin des organismes qui sont supposés représenter l'univers de la création ? Est-ce que c'est pas pour ça qu'on n'a plus, encore une fois, dans les conférences, dans les médias spécialisés, qu'un discours hyper techno, facilement incompréhensible, et encore une fois que la parole plus de la création est très peu portée, très peu entendue. Alors, j'étais à la ACC ce matin. Donc ça existe encore, il y a encore une adresse. Ça existe toujours, et évidemment, en tout cas, la partie publicité de la ACC se bat toujours sur, effectivement, faire revivre la créativité. Et avec la nostalgie de Culture Pub, on est tous d'accord, qui a fait aimer la créativité aux Français. Je pense que la problématique, c'est que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dans le fond, le digital a tué la créativité. Et quand on dit le digital a tué la créativité, c'est les formats digitaux qui ont tué la créativité. Le fait que le digital à la base, ou Internet, était gratuit et que du coup, ils ont dû mettre des formats intrusifs qui, en fait, pour pouvoir justement avoir un business model, a fait que les formats publicitaires d'Internet sont intrusifs et insupportables, quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que on a beau, et c'est ce que tu disais, qu'en plus, il faut arriver à faire quelque chose de créatif en 3 secondes ou 6 secondes maximum, faut y aller. C'est-à-dire que donc, le vrai problème de la créativité aujourd'hui en France, il a été malheureusement beaucoup déclenché par Internet et les formats d'Internet et le business model du démarrage d'Internet. J'espère qu'on ne va pas faire ça sur les objets connectés qui seront les nouveaux médias. J'espère qu'on fera tout pour ne pas retomber dans ce tropisme. Et on travaille tous en ce moment sur les fameux sujets des home assistants sur lesquels les marques vont exister demain. On espère que la marque ne va pas me faire que de la promo de façon intrusive sur les home assistants. Et c'est un vrai sujet. Parce que, en fait, malheureusement, la créativité, elle a un format. Et que pour qu'elle s'exprime, il faut quand même lui laisser les moyens il faut lui laisser les moyens de s'exprimer. Donc oui, on se bat toujours pour la créativité. Il y a étonnamment quand même de plus en plus en télé de créativité, alors qu'on a passé les années 2000 avec un niveau créatif un peu bas. Aujourd'hui, on voit à nouveau en télé justement des formats de plus en plus créatifs. Vous avez tous entendu parler, je peux en parler, c'est pas moi qui l'ai fait, des campagnes Monoprix, des campagnes Intermarché. Le retail en télé, c'était quand même pas très créatif. Aujourd'hui, ça devient des campagnes qui sont émouvantes, touchantes, dont les gens parlent. Alors Orange fait des superbes campagnes en télé. Alors ça fait plus longtemps qu'Orange le fait, mais heureusement, il y a de plus en plus de créativité. Et de plus en plus, le média télé est devenu un média d'entertainment, de divertissement, où la pub télé est un moment de divertissement. Heureusement, on revient à ça. Donc je pense que réellement la ACC se bat pour ça, et en tout cas toutes les agences créatives se battent pour la créativité et contre le fameux ROI ou le retargeting qui effectivement, j'aime beaucoup Criteo, mais ça a quand même un tout petit peu détruit notre métier. En tout cas de créatif, pardon. Moi, je ne suis pas sûr d'être d'accord. Je pense qu'il ne faut pas opposer la télévision au digital. Le digital, c'est le média pas créatif. La télévision, c'est le média créatif. En termes d'interruption, s'il y a bien un média interruptif, c'est la télévision. Internet, on peut un peu mieux contrôler ce qu'on fait, ce qu'on regarde. A priori, il y a un ciblage qui fait qu'on reçoit moins, a priori, de publicités sur Internet qui ne nous sont pas du tout adressées qu'en télévision, où on reçoit beaucoup de publicités qui ne sont pas du tout adressées. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille opposer l'Internet au reste des médias et à la télévision. Et voilà, mais je pense que le sujet, tu as raison de le soulever, la créativité est un sujet qui n'est pas assez défendu, ça c'est clair. Et c'est vrai qu'on se fait noyer par la data, l'intelligence artificielle, l'algorithmie, la voix, par toutes les technologies qui sortent et qui nous font penser tous que le futur sera encore plus génial que ce qu'on vit déjà aujourd'hui, et ça reste à débattre. Et qu'à la fin, peu importe le message qu'on porte, oui, à nouveau. Peu importe ce qu'on dit, la
seule obsession, Oui, c'est à qui on mais à nouveau, c'est-à-dire que oui, on a des outils pour cibler de mieux en mieux, oui, on a des outils pour comprendre de mieux en mieux, oui, on a des outils pour s'adapter de plus en plus vite, mais tous ces outils ne servent à rien, vraiment à rien, si la création et le message n'est pas au rendez-vous. Donc la création redevient un enjeu majeur, mais à mon avis, tous médias confondus, et pas qu'en télévision, ou pas que sur Internet, ou pas qu'en radio. Voilà, la publicité sur radio, il faut se la taper aussi, de temps en temps. Pour ceux qui écoutent Europe 1 le matin, il faut y aller. Voilà. Donc ça redevient un enjeu, et un enjeu, je pense, fondamental. Et après, en France, le problème, à mon avis, c'est que d'abord, il y a eu trop de prix qui récompensent la création avec des multiplicités de sous-catégories, parce que la presse professionnelle va mal et que donc elle essaie de se récupérer avec les prix. Donc elle crée des tonnes de prix avec des tonnes de sous-catégories, et puis au bout d'un moment, plus aucun prix n'a aucune valeur. Ça, c'est le problème français, franco-français. Alors il reste le Grand Prix stratégique qui a vraiment de la valeur encore, mais les autres, c'est un peu plus compliqué. Voilà, et donc ça laisse la place à quoi ? Ça laisse la place au Festival de Cannes de la publicité, qui garde beaucoup de valeur et dans laquelle la création est très très défendue et très représentée. Il reste les grands festivals internationaux qui sont aujourd'hui les seuls à avoir une vraie valeur avec le Grand Prix stratégie. Mais là aussi, on est allé dans l'excès des prix et des récompenses et des médailles dont on a tous besoin apparemment pour vivre, voilà, et qui ont fini par scier la branche sur laquelle on était assis. David, peut-être pour le mot de la fin, juste sur ce challenge créatif, à travers là aussi le réseau et ce que tu peux voir des autres filiales du groupe, il y a un sujet créativité en France où malheureusement le constat qu'on fait ici, on pourrait le faire dans les... Alors je pense que des gens, les voisins très proches comme les Anglais par exemple, je pense je sais pas, sont beaucoup plus créatifs. Enfin, je ne sais pas s'ils sont plus créatifs que nos créatifs. En revanche, en tout cas, je pense que l'importance qu'ils attachent à la créativité est beaucoup plus grande. L'importance, et d'ailleurs la créativité dans le côté objet publicitaire, mais c'est la même chose pour les dispositifs. Nous, avec nos agences avec lesquelles pourtant on travaille bien, dès qu'on vient avec une idée qui sort un petit peu des clous, c'est compliqué. Alors il peut y avoir plein de raisons. Il y a peut-être des raisons d'état d'esprit français, je ne sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est des raisons de moyens également, et le fait que les clients peut-être ne payent pas assez les agences, et résultat, les agences il y a des gens très juniors, il y a peu de gens très juniors qui font un boulot de dingue, et ce qui fait que quand vous sortez des clous, ils se disent attends, c'est pas possible, j'ai pas le temps, je vais pas le faire. Je sais pas exactement quelles sont les raisons, mais c'est un peu dommage. Et quand on voit des pubs comme Monoprix Intermarché, comme on voit des pubs comme Just Eat, c'est des objets, je trouve qu'il n'y en a pas assez, et nous en tout cas en tant que diffuseurs, que ce soit en digital ou en télé, on est hyper demandeurs. Plus les formats sont... On a quand même des volumes publicitaires qui sont importants. On sait que ça peut être une opportunité ou une occasion ou un risque pour les audiences, mais c'est aussi, quand la qualité de la création est bonne, c'est aussi un bon moyen de laisser les gens devant leur écran. Finalement, le mot de la fin... Je voulais rajouter un tout petit point qui est, je pense, très important. Est-ce que vous connaissez la durée moyenne d'un directeur marketing en France dans une entreprise ? C'est 2 ans, 2 ans et demi. Donc, quand on a 2 ans, 2 ans et demi pour construire quelque chose, ça laisse pas beaucoup de temps, je peux vous dire. 2 ans et demi, ça passe très vite. Voilà. Les directeurs marketing, alors pardon, je fais un peu des généralités, il y a des exceptions évidemment, mais les directeurs marketing sont sous pression, et sous pression très court terme sur les ventes, avec un marketing qui est en pleine transformation, avec toutes les technologies qui sont en train de sortir, la multiplicité des réseaux sociaux, etc. etc. Donc ça ne les incite pas beaucoup, il faut dire les choses, à prendre des risques. Et il ne faut jamais oublier que le boulot de la création, il se fait à 2, c'est-à-dire vous pouvez prendre l'agence la plus créative de la Terre, anglaise ou américaine ou ce que vous voulez, si elle n'est pas bien drivée, si elle n'a pas un bon brief, elle ne va pas sortir grand-chose. Et à l'inverse, vous pouvez prendre le meilleur annonceur de la Terre, s'il n'a pas une bonne agence, il ne va rien sortir du tout non plus. Donc c'est un boulot qui se fait à 2, mais qui se fait à 2, et la création, on a tous fait des campagnes créatives, on a tous vendu, et ça a été formidable, mais à chaque fois, il y a une prise de risque, c'est dur, c'est compliqué à produire, enfin voilà, ça demande beaucoup d'efforts. Et cette prise de risque-là, il faut bien le voir et le reconnaître, aujourd'hui sur le marché, il y a très très peu de marques qui ont encore la capacité de prendre des risques et d'y aller et voilà, et d'investir un peu d'argent pour que ça fonctionne. Pour être optimiste sur le mot de la fin, non mais tu as raison, la création est une prise de risque. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas très risk-taker. Maintenant, je pense que ça change, les mentalités sont en train de changer, et je pense qu'on commence à comprendre en France que
pour gagner, il faut prendre des risques et que pour atteindre, enfin en tout cas pour effectivement avoir de la croissance, il faut prendre des risques. Et je pense que effectivement, on devient de plus en plus un pays qui prend des risques et qui accepte de prendre des risques et de chuter. Et je pense que ça va nous aider sur la créativité. Je vais essayer d'être optimiste. Merci de nous éviter de tous prendre un Tranxène en sortant. Merci à vous quatre. Merci à tous d'être restés jusqu'à cette fin de journée. Merci à vous. Merci à Philippe Bailly pour ce colloque.